Bienvenue dans la deuxième vidéo du chapitre 18, où nous poursuivons notre exploration de l'ingénierie de contrôle à travers les sujets de la régulation en boucle ouverte et en boucle fermée. Dans la vidéo précédente, nous avons revu la différence entre un système et le modèle et examiné les différents types de modèles. Nous allons maintenant examiner la différence entre la régulation en boucle ouverte et en boucle fermée. Nous désignerons par chaîne de régulation l'ensemble des unités du système de contrôle qui transmettent l'effet de commande. Examinons le schéma bloc de la chaîne de régulation. Sur la figure, XA est le signal de consigne, c'est-à-dire la valeur cible souhaitée de la grandeur contrôlée. XB est le signal d'action qui constitue le signal d'entrée de l'actionneur. L'attribut modifié est désigné par XM. Celui-ci est utilisé pour modifier directement la grandeur contrôlée. À la fin de la chaîne de régulation, la sortie est XS, également appelée signal contrôlé. C'est en fait ce que nous voulons ajuster. Il reste XE, qui sert à désigner les signaux des capteurs, et XD, le soi-disant signal de perturbation, qui représente les perturbations extérieures. Sur l'image, vous pouvez voir de nouveaux noms qui n'ont pas été utilisés auparavant. La consigne est donnée de l'extérieur au régulateur et doit contenir l'information sur la façon dont nous voulons voir le signal contrôlé. Le régulateur est un transducteur dans la chaîne qui calcule, à partir de la consigne, quel type de signal de commande générer afin de régler la grandeur contrôlée à la valeur souhaitée. De cette façon, une modification du signal d'actionnement provoque un changement de la sortie du système. Le système à contrôler ou à réguler est appelé un procédé. Un procédé peut être un ventilateur, un disque de frein ou même un réacteur nucléaire. Cependant, lorsque ce terme est utilisé en simulation informatique, on parle plus couramment de modèle. Il est important de noter que, dans ce schéma bloc, nous ne pouvons pas garantir que la caractéristique contrôlée soit réellement identique à la caractéristique de base souhaitée, car le dispositif de commande ne connaît ni sa valeur réelle ni son état. Il n'y a pas de rétroaction, ce qui signifie que la chaîne de régulation est ouverte, et on parle donc d'une chaîne de commande en boucle ouverte. Prenons l'exemple de la commande des feux de circulation conventionnels. Dans ce cas, les feux de circulation reçoivent des intervalles de temps auxquels ils effectueront leur changement. La durée pendant laquelle ils resteront verts ou rouges est prédéterminée. Ces feux ne s'adaptent pas au trafic. Ils ne maintiendront donc pas un feu vert plus longtemps pour éviter d'éventuels embouteillages. Voyons maintenant un schéma bloc détaillé d'une régulation simple et efficace en boucle fermée, un concept fondamental en ingénierie des systèmes. Ceci ressemble à bien des égards à la chaîne de commande en boucle ouverte, mais il existe des différences. Regardons cela de plus près. RA est la consigne qui, dans ce cas, correspond également à la valeur cible souhaitée du signal contrôlé. Notre nouvel élément est le signal d'erreur, noté par la lettre E, dont la valeur est la différence entre la consigne et le signal de rétroaction. Le rôle du signal d'actionnement reste inchangé, mais il possède un nouveau symbole, U. Il en va de même pour l'attribut modifié, représenté par la lettre M, IC est le signal contrôlé. Le signal de perturbation ici représente également les influences extérieures. D est son symbole. L'un des signaux les plus importants, sinon le plus important, dans la chaîne est le signal de rétroaction noté IGE. Celui-ci fournit des informations sur le signal contrôlé. Le schéma est très similaire à la structure précédente, mais il y a une différence très importante. Dans ce cas, il existe un chemin de signal en retour à partir de la caractéristique contrôlée et après une soustraction, de nouvelles informations à son sujet sont renvoyées au régulateur. Tout cas où des signaux sont renvoyés de la sortie vers l'entrée du régulateur est appelé rétroaction. Puisque la rétroaction est mise en œuvre dans le système, la chaîne de régulation forme une boucle fermée, et on parle donc de régulation en boucle fermée. Je vais rapidement résumer les différences entre les deux types de régulation, car il est important de les connaître dans le domaine de l'automatique. La régulation en boucle ouverte est un processus dans lequel l'installation n'a aucun retour d'information vers le régulateur. La régulation en boucle fermée, en revanche, est un processus chargé de maintenir le signal de commande à une valeur constante.
Pour cela, une rétroaction est nécessaire et l'actionnement est effectué en conséquence. Ces signaux sont générés par les capteurs à partir des caractéristiques de sortie. Il existe essentiellement deux types de rétroaction. L'une est la rétroaction positive et l'autre est la rétroaction négative. La rétroaction positive est un processus auto-renforçant qui se produit lorsque le signal de retour influence le régulateur de telle manière qu'il augmente ou diminue sa sortie, c'est-à-dire le signal d'actionnement, par paliers progressifs jusqu'à atteindre la valeur maximale ou minimale possible. Un très bon exemple de cela est la surchauffe de la thermistance NTC mentionnée au chapitre 14. Il est évident que ce processus est auto-renforçant. En pratique, nous apprécions très rarement la rétroaction positive, et la rétroaction positive dans un système finalisé peut endommager l'étage ou les étages de puissance concernés, donc nous devrions essayer de l'éviter. Dans le cas de la rétroaction négative, un processus stabilisateur auto-affaiblissant est généralement généré par le régulateur excité par le signal d'erreur. Alors, dans le cas de la rétroaction négative, la grandeur contrôlée va-t-elle toujours se stabiliser au niveau souhaité? Si nous attendons suffisamment longtemps, notre signal finit par se stabiliser à un niveau constant, mais à cause des perturbations, ce niveau n'est pas toujours celui que nous souhaitons. Nous en parlerons davantage lorsque nous aborderons les types de régulateurs. Regardons un exemple de rétroaction négative. Soit le modèle d'un système statique, I égale à 2 fois U. Le régulateur fonctionne comme suit. Si un nombre positif apparaît à l'entrée, il augmente sa sortie de 0,5. Si un nombre négatif apparaît, il diminue sa sortie de 0,5. Si 0 apparaît, il maintient sa sortie. Passons en revue les instants de temps en vérifiant la rétroaction négative. À l'instant t égale 0, la consigne est 0, la sortie du système est 0, donc le signal d'erreur est 0, le contrôleur délivre 0. Tout est au repos. Nous souhaitons que la sortie du système soit égale à 1, donc à l'instant t égale 1, donnons 1 comme consigne à l'entrée du contrôleur. Le signal d'erreur à l'entrée du contrôleur sera 1. L'entrée du contrôleur est un nombre positif, donc il augmente sa sortie à 0,5. L'entrée U du système est 0,5, qui est multiplié par 2, donc sa sortie sera 1. À ce moment-là, le capteur n'a pas encore évalué le signal à son entrée, donc U est égal à 0. À l'instant suivant, lorsque t est égal à 2, la consigne et le signal de commande seront tous deux égaux à 1, donc la différence entre eux sera nulle, ce qui correspond aussi au signal d'erreur et à l'entrée du régulateur, donc le régulateur maintiendra la sortie à 0,5 et conservera les états. Un exemple de rétroaction négative en biologie est que si une espèce devient surpeuplée. Dans ce cas, la population de prédateurs qui se nourrissent des espèces surpeuplées va augmenter, freinant ainsi la reproduction supplémentaire. Si les prédateurs deviennent trop nombreux, ils n'auront pas assez à manger et certains mourront. Ainsi, un équilibre dans le nombre d'animaux à un endroit donné est atteint grâce à la rétroaction négative. Les systèmes de contrôle autonome sont apparus il y a environ 2000 ans, le plus ancien étant lié à un inventeur nommé Ctesibios et décrit une horloge à eau. Le fonctionnement de cette horloge à eau reposait sur la rétroaction, ce qui nécessitait 2 récipients. Le principe consiste à verser de l'eau d'un récipient dans l'autre et à déterminer le temps grâce au niveau d'eau marqué sur le second récipient. Cependant, l'eau s'écoulait en continu du premier récipient vers le second, si bien que le niveau d'eau du premier changeait et donc la force du flux variait. Il en résulte que le débit d'eau n'est pas une fonction linéaire du temps, c'est-à-dire que l'eau ne s'écoulait pas de façon uniforme dans le second récipient. Le régulateur de Ctesibios utilisait un tuyau et un flotteur comme valve pour contrôler l'entrée de l'eau. Lorsque le niveau d'eau baissait, la valve s'ouvrait et remplissait le premier récipient. On obtenait ainsi un niveau d'eau constant, ce qui entraînait un débit constant. Le débit devenait alors une fonction linéaire du temps, ce qui facilitait grandement la mesure du temps. Dans ces deux exemples, nous avons vu que les systèmes atteignent un état d'équilibre. L'état d'un système est appelé état d'équilibre lorsque la somme des forces en interaction est égale à 0. En régulation en boucle fermée, on peut considérer que la somme du signal de rétroaction et de la consigne est nulle.
ce qui signifie que le système est réglé sur la valeur souhaitée et y reste tant que nous ne modifions pas la consigne. Un état d'équilibre est dit indifférent si le système, déplacé hors de cet état puis laissé libre, reste en équilibre dans ce nouvel état. Un système stable, lorsqu'il est légèrement écarté de l'équilibre, revient à l'état d'équilibre. Si cet état est le même que le précédent, le système est monostable. S'il atteint un autre point d'équilibre, il est bistable. Il peut exister plus de 2 états d'équilibre, auquel cas on parle d'un système multistable. Nos observations jusqu'à présent ne sont valables que pour les systèmes linéaires, car dans le cas non linéaire, le point de fonctionnement dépend de l'entrée. On parle d'un système instable lorsque, une fois sorti de l'équilibre, il devient imprévisible et que la capacité du système à fonctionner est compromise. Ce fonctionnement est le plus souvent causé par une conception inadéquate. Sur cette base, l'une des exigences les plus importantes pour le fonctionnement des systèmes de régulation est la stabilité. C'est pourquoi nous essayons de concevoir le modèle de manière à éviter l'instabilité. La figure montre comment un système stable et un système instable réagissent à une modification donnée de l'entrée. La fonction tracée en ligne épaisse représente la variation du signal d'entrée, tandis que la fonction en ligne fine correspond à la sortie du système en réponse à cette entrée. Dans notre cas, le signal d'entrée est un échelon unitaire auquel le système stable répond par une déviation, mais après un certain temps, il se stabilise à une valeur constante. En revanche, un système instable oscille de telle manière que l'amplitude augmente, de sorte qu'il n'atteindra jamais le niveau de signal souhaité. Examinons un exemple plus détaillé de rétroaction négative avec des données concrètes. Les propriétés dynamiques d'une boucle de régulation donnée nous indiquent le type de régime transitoire que l'on peut observer lorsque l'entrée varie. Nous appliquons au système une variation de signal de 0 à 1, c'est-à-dire une fonction échelon en entrée, et nous observons la réponse du système. Différents paramètres de la fonction temporelle de sortie peuvent être utilisés pour caractériser le système. La valeur finale, c'est-à-dire la valeur à atteindre, est représentée par V infini. Tm désigne le temps jusqu'au premier maximum. Un autre aspect intéressant est le temps de régulation. C'est le temps nécessaire pour que la fonction temporelle de sortie reste finalement dans la plage de plus ou moins 2% de la valeur finale. Sur la figure, cela se produit au temps t2%. Le temps de montée est défini comme le temps nécessaire pour passer de 10% à 90% de la valeur finale. On le note t montée. Le dépassement indique le pourcentage par lequel la valeur maximale dépasse la valeur finale. Nous pouvons obtenir cela à l'aide d'une formule. Prenez la différence entre le premier maximum et la valeur finale, puis divisez-la par la valeur finale pour obtenir un pourcentage. Ces paramètres sont vraiment utiles lorsque nous devons concevoir un régulateur. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons quelques types courants de régulateurs. Restez avec nous. Au revoir. Salut.